quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Lakers 2024? Alors, je vais pas commencer avec une vraie stat, mais c'est 76 matchs joués pour Anthony Davis. En fait, je voulais en parler au début parce que je me dis c'est quelque chose qui joue beaucoup sur leur saison. Parce qu'ils Ouais. sont habitués justement à avoir beaucoup d'absences, et notamment les absences d'Anthony Davis et plus récemment de LeBron James. Et cette année, en fait, bah, il n'avait jamais joué autant de matchs en carrière. Je suis allé regarder un peu avant l'émission. Ça faisait depuis la saison 2017-2018 qu'il n'avait pas dépassé les 70 matchs. Et en fait, bah déjà belle saison Anthony Davis, mais du coup ça rend aussi je trouve l'année des Lakers qui est plutôt moyenne et je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter d'autant plus étonnante parce que je pense que depuis la saison du titre c'est l'année où ils ont le plus bénéficié d'une bonne santé et donc de la présence de AD qui est clairement l'ancrage défensif de ces Lakers. Du coup un petit peu étonné de les trouver en fait dans le milieu de la conférence Ouest pendant toute la saison quoi. Ouais. Non, non, mais effectivement, il y a un peu ce truc malheureusement avec Anthony Davis qui il manque pas mal de matchs régulièrement. Là, en effet, 76 plus haut total en carrière, hein, comme tu dis. Et même hein, pour dire sur le cycle Lakers. Bon, première année, donc le saison 2020, il est transféré à l'été 2019, donc pour saison 2020, 62 matchs, mais tu sais, c'est la saison, bah, saison Covid, hein, donc forcément 62, c'est pas 62 sur 82. La saison a été arrêtée avant. Mais cette année-là, donc il était plutôt pas mal présent, y compris en playoff. Mais après, c'est 36 matchs en 2021 à peine, sur une saison écourtée, pardon, mais c'était quand même une soixantaine de matchs hein, de mémoire. 2022, saison complète, il fait la moitié, il fait 40. Et 2023, l'an dernier, 56 également. 56 matchs à peine l'an dernier. Donc c'est vrai que là 76, ça fait du bien. Et bon, le facteur blessure semble toujours un peu là, donc là, tant mieux, il a un peu laissé tranquille, pardon. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, moi aussi, j'ai une stat un peu, non pas négative, mais un peu interrogation. Je la dirai plus tard, mais il vaut mieux commencer par le positif, qui est que, en effet, pour moi, et pour toi aussi, hein, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il joue autant, c'est que je pense qu'on a affaire à un des meilleurs joueurs de NBA et sans doute un des 2, 3, 4 meilleurs défenseurs de toute la NBA. Ouais, je pense qu'on est dans l'élite défensive de la NBA et il le prouve dans les saisons régulières où il a vraiment ce côté ancrage défensif, mais aussi en ayant la polyvalence un peu de certains autres défenseurs qu'on mettrait peut-être moins en avant. On met beaucoup en avant la rim protection, notamment avec Rudy Gobert, mais il a aussi ce bon goût-là, entre guillemets, d'avoir quand même une belle mobilité, même s'il en a perdu une partie, et de permettre une flexibilité tactique quand même assez intéressante, quoi. Non, mais c'est un peu. Je trouve que Davis. Enfin, tu sais, à l'époque, c'était un peu le phénomène incroyable, hein, à l'époque de la draft, où c'était un truc inédit. Alors, depuis, on a Wembanyama, qui est le truc inédit encore plus, c'est-à-dire Anthony Davis, mais encore plus dingue, encore plus grand, encore plus long. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait cet aspect de. En fait, c'est un grand, mais qui a jamais. On n'a jamais eu un grand être aussi mobile, notamment pour la défense. Et ce qui est génial, c'est qu'il a confirmé ça, mais. Bon, laissons un peu de côté l'historique, mais tout ça pour dire aussi que pour moi, c'est un peu le profil parfait, on va dire, qui fait un peu le pont entre ce qu'on peut appeler des ancres défensives un peu plus classiques à la Rudy Gobert, qui est un protecteur de panier d'élite, etc. Mais vraiment le pivot défensif un peu plus traditionnel et moins mobile. Et de l'autre côté, ce que je mettrais, qui sont pour moi les 4 meilleurs défenseurs de NBA, c'est Davis, Gobert et puis Draymond, Bam Adebayo. Et donc il fait aussi le pont avec ceux-là, qui sont plutôt des pivots très mobiles, très défense collective assez dynamique, avec beaucoup de switch, mais aussi d'activité loin du ballon. Et je trouve que Davis c'est un peu le mariage parfait entre les deux. Et c'est pour ça que je parlais de phénomène, parce que c'était un peu l'idée de base. Et en effet, c'est un peu à la fois le mec hyper mobile et qui te permet, comme tu dis, une flexibilité tactique, mais en plus, cet aspect de taille, longueur de bras qui est absolument phénoménal. Le seul problème, et Ben Taylor aussi en parle assez régulièrement, le seul problème, c'est qu'en playoff, là, ça fait 2 ans que tu tombes contre Jokic, et que c'est peut-être le seul joueur qui arrive à neutraliser un peu l'impact de Davis, dont la force n'est pas du tout le côté 1 contre 1, puissance physique ou quoi, c'est de pouvoir être sans ballon, ou alors le switch pour annihiler et neutraliser le porteur de balle adverse star. Bon, contre Jokic, en fait, ça marche pas. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, je trouve qu'on a affaire, encore une fois, encore un des 3 meilleurs défenseurs de NBA assez largement, quoi. Ouais, je pense que il est même assez peu mentionné sur le côté un petit peu trophée, et c'est assez étonnant parce qu'effectivement il est élite dans cette protection du cercle qui est normalement quand même l'élément le plus favorable pour être élu quoi. Ouais. Alors justement, moi, le truc que j'avais, c'était un peu... j'avais 24,8 aussi comme chiffre à propos de lui. C'était en fait, c'est son pourcentage à 3 points depuis 4 ans.
Donc c'est-à-dire 2021, 2022, 2023 et 2024, tout ensemble, on est à 25% d'efficacité à 3 points et sur un volume de à peine 351 tentatives donc en 4 ans. Bon, comme on a dit, hein, tu l'as dit aussi, il est beaucoup blessé sur l'arrivée aux Lakers, donc peut-être le nombre de matchs n'aide pas, mais je veux dire, c'est un échantillon qui est quand même assez ridicule, non, mais très petit, et surtout comparé à ce qu'il faisait déjà avant. Donc notamment, même la première année aux Lakers, tu vois, c'était déjà plus de 200 tentatives à 3 points sur l'année, en plus une année tronquée, hein, comme on a dit, alors que donc plus de 200 tentatives en 2020 seulement, et 350 depuis en 4 années, et voilà, je voulais aussi en parler parce que au-delà de ce côté défensif d'élite, c'est un peu primordial, mais ce qui est presque un peu dommage avec lui, c'est cet aspect où il manque un peu le jump shot. En fait, on a tout le côté licorne offensive en effet, c'est un mec qui est arrivé, qui a un peu changé le jeu, pardon, parce qu'il a ce côté intérieur de périmètre, qui a du passing, qui est très fluide, très coordonné avec la balle, qui peut faire du dribble, qui fait du drive, comparé aux standards de l'époque, etc., etc. Mais le jump shot, c'est peut-être jamais complètement venu, ça semblait être tout de même un peu meilleur que ça pendant un moment, notamment l'année aux Lakers, la première avec le titre, ça shoot un peu plus en volume, les playoffs, toi tu le sais, il a tout rentré en playoffs, y compris contre vous, hein, contre Denver en finale de conf, et c'est vrai que je voulais parler de ça parce que tu vois, depuis le titre, en fait il s'est un peu arrêté de les prendre, les 3 points, et c'est dommage parce que on connaît aussi la valeur d'avoir un protecteur de panier d'élite, un pivot défensif qui est capable de shooter beaucoup à 3 points, ça décuple un peu sa valeur parce que ça permet d'éloigner le protecteur de panier adverse. Donc voilà, je pense que on peut aujourd'hui faire un peu le bilan, il a 30 ans, ça fait 4 années qu'il a un peu arrêté de shooter, je voulais aussi en parler pour dire, le pick and pop à mi-distance, ok, mais peut-être que le spacing à 3 points complètement, peut-être plus trop, quoi. Ouais, non mais effectivement, alors tu en parles, mais c'est vrai que moi j'avais en tête ce truc de l'année du titre, il a été quand même beaucoup plus en verve à 3 points, et effectivement notamment contre Denver, avec ce game winner dont j'imagine beaucoup de gens se souviennent. Mais c'est vrai qu'en fait ça fait tellement 3 ans, 4 ans que je le vois en prendre très peu, que j'avais presque vu ça comme une anomalie, mais c'est vrai que quand tu regardes les chiffres un peu plus globaux, il y avait sur la fin de sa carrière à New Orleans notamment une hausse de volume et une adresse qui était quand même bien supérieure à ce qu'il a aujourd'hui. C'était que du 33-34%, mais n'empêche, à 33-34%, ça peut effectivement commencer à créer quelque chose psychologiquement qui fait que les défenses vont un petit peu le resserrer de loin. Ouais, effectivement, là, c'est surtout une force en mid-range et sur pick and roll, mais le 3 points, oui, est un petit peu aux oubliettes depuis 2021. Surtout, ouais, en plus, tu vois, 80% en lancer franc en carrière, donc on sait qu'il a du toucher de balle et des capacités en jump shot, et puis au-delà de l'indicateur de lancer franc, voilà, on regarde aussi la mécanique, elle est là, et puis c'est un shooter totalement capable, au poste bas, face au panier au poste bas, isolation un peu plus mi-distance, et voilà, c'est peut-être ça qui est un peu dommage, c'est que tu regardes son jeu, et en effet, il y a pas mal de jump shot, c'est juste que ça s'étend pas complètement jusqu'à la ligne à 3 points, et bon, c'est pas pour critiquer gratuitement un mec de 30 ans, genre, mais non. Non, c'est juste que c'était là avant, et que là, au bout de quelques années où, entre blessures et autres, et puis lui aussi, repositionnement, il aime bien ne pas jouer pivot, pardon, même si on essaie de le forcer à le faire. Bref, je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est, lui, de sa volonté ou quoi, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je pense qu'à partir de maintenant, je commence à me dire, on a compris le 3 points d'Anthony Davis, a priori non. On aura peut-être des pick and pop un peu à mes-distances, et ça on a encore vu cette année, et tu regardes ses fréquences de tir sur les longs tirs à 2 points, il est parmi les meilleurs des intérieurs NBA en fait, hein. Il y a très peu d'intérieurs qui en prennent plus, mais ça va pas jusqu'à 3 points. Donc c'est peut-être un peu dommage, mais comme dit, il y a au moins un peu ce pick and pop à 3 points, sur les longs tirs à 2 points, pardon, justement, pour le mi-distance. Donc c'est déjà ça, et puis surtout voilà, insister aussi sur le côté défense et sur le côté protection de panier, parce que c'est pas non plus c'est pas Rudy Gobert non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas un 3 points qu'on a un protecteur de panier qui est totalement nul en attaque, quoi. C'est un peu il reste au moins ce pick and pop à mi-distance, il reste toute la création offensive, évidemment, ça reste aussi un joueur de calibre au moins All-Star en attaque, rien que sur l'attaque, mais une stat que j'aimais bien aussi, c'est à quel point, on a parlé de sa polyvalence défensive, mais à quel point est-ce qu'il fait baisser le nombre de tirs au panier pris par l'adversaire quand il est sur le terrain, donc son on-off. Et en effet, il est 90e centile, donc quand il est sur le terrain versus quand il n'est pas. Mais en fait, sa présence fait que, en tout cas, est corrélée au fait que l'équipe adverse prenne très très peu de tirs au panier. Et puis donc ça c'est pour la défense. Et puis de l'autre côté,
l'apport au panier de l'autre côté, c'est la verticalité, c'est les alley-oops, c'est voilà, c'est cette finition aérienne qui vient mettre de la pression au panier. Et là aussi, on le détaillera, mais les Lakers sont excellentissimes pour aller au panier, pour prendre des tirs au panier. Mais voilà, il y a aussi ce côté où, bon, je voulais citer un peu le jump shot et le 3 points surtout pour dire, ok, voilà le constat, et on peut peut-être abandonner l'idée d'un 3 points à haut volume un jour, mais il y a aussi ce double apport sur les deux aspects clés du jeu, que sont le panier en attaque et le panier en défense, où là, voilà, comme dit, il est élite. Et presque, en fait, vient se poser la question de son backup qui, je sais pas toi, mais je trouve qu'elle n'a jamais été vraiment réglée, et notamment cette saison où il y a eu un turnover, mais il n'y a clairement pas de solution, quoi. Non, il y a pas de solution. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut avoir tendance à embellir l'impact du joueur. Sur l'attaque, quand même, c'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression aujourd'hui, à résumer un peu Anthony Davis à ce côté. Bon, bah, c'est un finisseur et c'est un excellent défenseur. Mais c'est vrai que même le volume offensif reste quand même assez énorme, hein. Ouais. On n'a pas l'habitude de parler de points par match, surtout dans ton podcast, mais mine de rien, ça reste un joueur qui est dans la tranche au-dessus des 25-26 points par match. Et c'est dire à quel point aussi c'est un relais, c'est un finisseur important pour l'équipe. Et du coup, pour revenir à la question du backup, là, cette saison, c'est vrai que j'avais un peu l'impression qu'on savait d'emblée que ça se réglerait pas cette saison, quoi. C'est-à-dire quand ils ont commencé à signer Jackson Hayes, qui est un joueur, je trouve, étonnant dans le fait qu'il ait réussi à rester en NBA après sa carrière rookie. Et Christian Wood, qui est un peu une énigme, mais qui, malgré un jeu qui pourrait être, entre guillemets, moderne, a trop de failles dans son jeu pour être vraiment utilisable, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est rigolo, c'est que lui a toujours voulu et clamé vouloir jouer poste 4 plutôt que 5. Et finalement, le front office a bâti un effectif où non seulement il était 5, mais en plus, c'était le seul vrai 5 potable de l'effectif, quoi. Mais non, mais c'est. Bon, après, je pense qu'il y a une question aussi d'allocation des assets. C'est une part de volonté aussi, hein. Oui, il y a ça, mais je veux dire, même en termes de budget salarial, bon, ça coûte cher un backup de qualité, un backup pivot aussi, hein. Mais bon, de facto, en tout cas, ils ont dû un peu faire avec des 2-3 bouts de bois cette année, j'ai l'impression, avec soit un profil plutôt typé défensif, même si c'est pas la folie non plus de Jackson Hayes, ou alors un profil attaque, mais qui a des faiblesses assez énormes avec Christian Wood. Mais voilà, effectivement, tu le précises, mais les points par match, on peut parler de volume, où il a un volume de star offensive, hein. Bon, il est à 25% d'usage, donc c'est pas non plus genre 30%, 35%, les trucs énormes, mais 25%, c'est quand même beaucoup. Et puis, même en termes de panier assisté, tu vois, j'ai parlé de sa verticalité, il est entre guillemets que à 68% de panier assisté. Le chiffre vous parle sans doute pas, mais voilà, les pivots en général, je peux vous dire certains pivots qui sont autour des 80, 85, 90% de panier assisté. 68%, non, on est, je crois qu'on doit être pas loin de Jokic, on doit être pas loin de Embiid, ou voilà, il y a une part de finition un peu normale parce que quand tu as un pivot, tu as ce genre de tir, mais il y a aussi pas mal de création. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'Anthony Davis est à ce point un joueur fabuleux, c'est que bon, c'est peut-être pas un chapeau 1 en termes d'attaquant, ou de go-to guy ou quoi que ce soit, mais en fait c'est un attaquant qui est tellement fort, plus la défense qui est absolument incroyable. Ça fait un package que voilà, je te dis, tu compares avec ce que nous on considère comme les autres meilleurs défenseurs de NBA, Gobert, Draymond Green, Bam Adebayo. Je pense qu'offensivement il est 4 têtes au-dessus de tout cela, quoi. Bah ouais, non, mais clairement, hein, clairement. Et effectivement, c'est un joueur qui a eu ce rôle de première option, qui était probablement pas taillé parce que manque d'autonomie offensive pour l'avoir. Mais c'est ça, il faut pas oublier quand même que ça reste offensivement un package assez complet. Il manque ce tir à 3 points, mais tout ce qu'il peut faire au poste, et il peut le faire par lui-même. Il a pas forcément besoin d'être servi. Ouais. Et comme tu dis, pas tout n'est assisté. Et effectivement, selon les match-ups que tu peux avoir, c'est une clé offensive aussi pour les Lakers, quoi. Pour moi, il y a un côté chez Lakers qui est très attirant, pardon, parce que on l'a vu en première option aux Pelicans, et il manque un peu ce côté création d'ultra élite, on va dire, parce que c'est quand même un bon créateur et tu peux organiser de bonnes attaques et de bonnes équipes autour de lui, d'accord. C'est juste que une équipe où c'est lui la première option, entre guillemets, ou l'initiateur d'attaque principal, pour moi, on est en dessous de quand t'as Luka Doncic, quand t'as LeBron James, etc. Mais par contre, pour moi, là où les Lakers, le schéma est à ce point génial, et c'est bien qu'on commence par ça, parce que peut-être on pourra ensuite, malheureusement c'est mal entouré, mais c'est que le duo est fantastique sur le papier avec LeBron James, qui est peut-être lui le meilleur élévateur de plancher, donc de niveau minimum,
peut-être de l'histoire de la NBA, ou en tout cas en NBA actuellement, depuis quelques années. Et de l'autre côté, Davis, il va pas être capable de te prendre une équipe à 20 victoires et t'en faire une équipe à 50 ou 60 facilement. Mais par contre, il te prend une équipe qui est déjà plutôt bonne, il peut te la transformer. Et donc lui, c'est l'élévateur de plafond, de niveau maximum. Donc c'est aussi pour ça que le fit était génial. Et c'est peut-être aussi, vers à moitié vide, la déception, c'est de se dire, depuis 2020, on avait un casting génial. Alors 2021 encore un peu, mais on a eu des blessures. Mais c'est vrai que depuis, ce fameux duo, on a quand même du mal à l'entourer, peut-être aussi bien qu'on voudrait. Et il y a presque un peu un sentiment on est un peu en train de gâcher quelques très bonnes cartouches avec un duo assez incroyable, quoi. Ouais, il y a eu un tournant qu'on sait l'année où ils se disent en 2021, on a raté l'opportunité, on va essayer de se reconstruire avec une troisième star, alors que sans les blessures, en fait, cet effectif, il avait tout à fait les moyens de retourner en finale et de jouer crânement sa chance. Et l'effectif était plutôt bien équilibré, peut-être pas forcément hyper optimisé offensivement, mais par contre, la défense était si bonne que ça leur permettait, juste autour du duo LeBron James, Anthony Davis, de bien en vivre. Et c'est vrai que moi j'avais en tête ce truc il y a quand même ce pick and roll qui est profondément inarrêtable, et j'ai l'impression que cette année quand même, je sais pas si c'est un choix, si c'est un management aussi autour de LeBron James, mais qu'ils abusent plus autant, notamment sur la saison régulière, de ce pick and roll, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.